Donc je me suis retrouvé vraiment sans le sou. J'étais littéralement port d'Italie au RSA parce qu'il n'y avait pas de chômage et il fallait bien que je vive. Du coup, au dîner de famille, je vois mon nom dans les échos sur BFM, je suis tout content devant ma maman. Enfin, tu vois, c'est des trucs basiques. Quand tu es drivé par des trucs qui sont pas financiers, tu prends des décisions qui sont financièrement irrationnelles. Les vertus de l'échec que je trouvais assez inspirant. Faut pas glorifier l'échec, mais il faut pas non plus être dans l'extrême français qui consiste à mettre au banc les gens qui ont eu le malheur de se planter. En fait, lever des fonds, c'est comme prendre des stéroïdes en muscu. C'est que c'est un gros raccourci. Très vite, ça tu gonfles, mais c'est malsain, tu vois, parce qu'après ça détruit tes organes. Bon, comment ça va, Thierry ? Ça va, et toi ? Ouais, nickel. Bah, en fait, c'est marrant parce que du coup, tu m'as appelé il y a 20 minutes que tu venais d'arriver. J'étais en train de finir l'épisode avec Grégoire Gambato. Du coup, que tu as pu rencontrer en haut. Et là, du coup, c'est à notre tour d'enregistrer. Voilà, ben, on est prêt. Bah écoute, nickel. Bah, moi, franchement, première question, c'est déjà, en fait, comment tu vas ? Parce que c'est vrai que tu es le CEO de Mastéos. Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de Mastéos. En bien, en mal, on ne sait pas trop. Là, on sait que la situation, elle pouvait être potentiellement compliquée. Et en fait, moi, c'est pour ça que je voulais absolument que tu viennes dans le podcast, parce qu'il y a énormément de trucs à dire. C'est que là, en quelques années, tu as connu en fait toutes les facettes en accéléré de l'entrepreneur. Donc du coup, comment tu vas en ce moment-là ? Là, ça va. Enfin, c'est tellement les montagnes russes, l'entrepreneuriat, que les pics de stress, à force d'en encaisser, le corps et le mental s'habituent. Donc bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est chiant, mais c'est. Tu dors bien la nuit, quoi. Ouais, ça va. Franchement. Parce que tu peux peut-être redire aux gens en fait qui tu es, ce que fait Mastéos, et en fait là quelle situation vous êtes en train de vivre en ce moment là. Tu veux mon enfance ? Non, on va. J'ai une relation à ma mère un peu oedipienne. Non, on n'est pas obligé de remonter aussi loin du coup. Bon, écoute, le profil assez archétypal de la French Tech, blond cato, HEC, et d'ailleurs je rejette un peu ce modèle, je pense qu'il faut diversifier, mais je ne suis pas le bon exemple. J'ai fait donc une école de commerce, j'ai bossé en finance, à Londres, à Paris aussi. J'étais trader à HSBC à Londres notamment. Là que tu coches pas mal de cases, hein. Oui, voilà, c'est vraiment l'archétype contre lequel j'essaye de me battre. J'ai des associés qui sont, dont je parle souvent. J'ai un associé qui est un ouvrier du bâtiment, qui n'a pas fait d'études, et j'aime bien montrer que, et c'est le seul qui a gagné de l'argent dans l'aventure Mastéos, j'aime bien montrer que c'est aussi possible quand on n'est pas dans ces environnements super archétypaux. Mais pour finir, j'étais trader jusqu'à 29 ans. Et je suis rentré à ce moment-là à Paris et j'ai perdu l'argent que j'avais gagné en tant que trader en essayant de le trader pour moi-même, mais sans l'infrastructure d'une banque, j'ai perdu rapidement le peu que j'avais gagné. C'était quoi on parle d'une belle somme, on parle de quoi ? 50 000, 100 000, 200 000 ? 200 000. Ah ouais, quand même. Ouais. J'avais réussi à accumuler 200 000 en tant que junior chez HSBC, je les ai perdus en me laissant entraîner par les dérives du trading, mais sans le risk management que tu peux avoir dans une banque, quoi, en pensant que j'étais invincible. Donc je me suis retrouvé vraiment sans le sou. J'étais littéralement port d'Italie au RSA parce qu'il n'y avait pas de chômage et il fallait bien que je vive. Et j'étais désœuvré. Je suis allé bosser dans une start-up d'immobilier qui s'appelle Bivouac. C'est connu. Ouais, c'est connu. Bon, je le fais gratuitement, un peu en stage d'observation pour m'occuper. Et c'est là où j'ai fait mes premières rencontres avec le monde de l'immobilier. J'ai rencontré mon associé Maxime là-bas. On est parti de chez Bivouac à cause d'une mésentente et on n'avait rien à faire de nos journées. On s'est retrouvés dans un bar et on a eu l'idée. On sortait d'une boîte d'IMO et on s'est dit on sait faire que ça, donc on va lancer un concept immobilier un peu innovant, un peu ambitieux, et on a lancé Mastéos, mais sans grande ambition en 2019 et sans une thune, quoi. On était tous les deux au RSA. C'est quoi en fait ? C'est quoi un peu l'innovation ou en fait un peu le côté original que vous avez eu en fait comme ADN avec Mastéos ? Il n'y en a pas, hein, et c'est ce que je dis, il n'y a pas besoin d'une bonne idée pour réussir. Hein. Nous, il n'y a pas d'idée, on est intermédiaire immobilier. Tu veux acheter un appart à Marseille, on s'en occupe, on fait les travaux, basta. Mais vous aviez aussi pignon sur rue, vous aviez des agences et compagnie, non ? Non, quelle agence ? On n'avait pas un centime quand on a lancé le truc. Mais là maintenant, vous avez des agences, Mastéos ? Oui, enfin, on n'a pas beaucoup de vitrées, on a eu une agence ou deux pour rigoler, mais on a des bureaux physiques. Mais c'est essentiellement un projet digital et qui a commencé sans aucun budget, sans idée, sans innovation, sans tech, dans un bar. Et ça montre aussi qu'il n'y a pas besoin de bonnes idées pour connaître des grandes accélérations. Je pense à Doctolib qui a un agenda pour médecins, c'est pas une super idée en vrai. Ouais. Et nous, Mastéos, c'était pas une super idée. Mais en fait, l'exécution était pas mal au début, un peu moins sur la fin vu qu'on est en redressement judiciaire. Mais au début, l'exécution. C'est ça qui est assez remarquable et remarqué du coup avec Mastéos. C'est l'exécution et la croissance
incroyable que vous avez eu, justement, en plus, et c'est là que des fois, il pouvait aussi y avoir des dents qui grinçaient, quelques incompréhensions pour certains, c'est de dire, mais en fait, il n'y a pas de tech, il n'y a pas d'énorme innovation tech ou quoi. En fait, qu'est-ce qui fait, tu penses, que vous avez eu cette telle croissance et cette telle valorisation, en fait, où il y a eu combien de levées successives? On a levé 64 millions et on C'est est quand même arrivé énorme. à 150 et quelques de valo début d'année, là. Ouais, Enfin, donc début 2023. et au bout de quoi? De la troisième 3 levée? ans, ouais. Ouais. Donc, ce qui est énorme en 3 ans. Et du coup, en fait, déjà, moi, je suis pas là pour te tacler, bien au contraire. Moi, je suis là plutôt pour saluer l'exécution rapide et du coup, d'essayer de comprendre comment vous avez exécuté aussi j'allais dire facilement, non, aussi efficacement. Et en fait, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation qui est un peu délicate du redressement judiciaire, mais qui est pas échec et mat encore, quoi. Pas loin quand même. Ouais. Mais tu peux me tacler parce que je suis le premier à le faire. Je fais un grand mea culpa public. On allait trop vite. On a joué au jeu du VC sur un secteur qui s'y prête pas trop. Hein, l'immobilier avec des ops, c'est pas très compatible avec les méga levées de fonds et les croissances VC de SaaS. Nous, c'était notre première boîte, donc on n'était pas des repeat d'entrepreneurs avec un bagage de connaissances. Donc on a fait toutes les erreurs. Mais vous avez forcément dû être conseillé. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vous a conseillé de mettre une valo à 150, par exemple. Bon, c'est pas ça qui nous a planté en tant que tel, mais bon, les gens qui nous conseillaient, nos actionnaires, qui sont très bien, sont pas des gens d'immobilier non plus, donc parfois les conseils sont aussi bons ou mauvais que les nôtres. Ouais. En fait, c'est l'expérience qui compte, et c'est vrai que dans la team, on n'avait pas énormément d'expérience sur le secteur, on allait très 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 vite sur un secteur qu'on connaissait mal, on a Mais appris vous sur le connaissiez tas. quand même un peu. Bah moi, j'avais jamais fait d'immobilier, mon associé non plus, donc. C'est vrai que c'est ouf. Et j'avais jamais créé de boîte et mon associé non plus. Et en revanche, on était là au bon moment parce que le marché du venture capital a explosé pour les mêmes raisons que le marché de l'immobilier a explosé, parce que les taux étaient à zéro. Donc l'argent n'était pas cher, il coulait à flot. Les fonds VC, c'était vraiment l'époque 2021 où tu n'étais pas loin de montrer un deck et tu levais 1 million. Enfin, tu vois, il n'y avait pas besoin d'être... Ah ouais, 1 million, ouais, c'est même, t'es gentil. même plus, ouais. Mais bon... donc on était là au bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai très vite compris les codes du secteur, comment on Pour lève les des convaincre, fonds, ouais, pour parce les que convaincre, quel est leur forcément, langage. on peut également saluer ça, quoi. C'est que vous avez quand même réussi à amener beaucoup de monde avec vous dans l'aventure, quoi. Et du coup, à en faire souffrir beaucoup à la chute, hein, c'est dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'on était assez convaincants, on avait un bon storytelling, il y avait une bonne vibe. Au début, le problème, c'est que ça s'est vite emballé. On a levé trop vite, on a vendu trop. Hein, on a fait 1600 transactions en 3 ans et demi dans 180 villes et 3 pays. En fait, c'est pas gérable en si peu de temps. C'est ça, en fait, tu penses, en fait, ça que si, là, du coup, après, on reviendra un petit peu en arrière, mais là, si on reste là-dessus, par rapport, en fait, à ton pas de recul et ton autocritique que tu peux faire maintenant que tu as un petit peu plus de vision sur tout ça, c'est quoi les points qui expliquent qu'aujourd'hui, vous êtes en situation de redressement judiciaire alors que vous avez levé beaucoup d'argent récemment, en fait? Ouais. Alors déjà, franchement, parce que je pense que beaucoup ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le redressement judiciaire? Bon, c'est quand tu n'as plus de cash. Ouais. Et c'est après la cessation de paiement? Ouais, une C'est fois. ça, est-ce que tu peux rappeler un peu les étapes Bah, je vais les faire en des termes très simples. Tu n'as plus de cash, tu es censé t'en rendre compte un peu en amont. Et quand tu sens que tu as 1 ou 2 mois de trésorerie devant toi, tu es censé te déclarer. de toi-même au tribunal? De toi-même au tribunal et En déposer, cessation de paiement, du coup. déposer ce qu'on appelle une DCP, une déclaration de cessation de paiement. Ouais. La cessation de paiement, elle est relativement difficile à évaluer parce que tu sais, tu as des créances qui vont tomber, tu peux jouer sur certaines factures. Donc, tu sais jamais quand tu es vraiment à court de cash, mais il y a un moment où ça devient assez évident. Ouais. Et à ce moment-là, les actionnaires, c'est pas trop dans leur intérêt que tu ailles déposer une DCP parce qu'ils perdent tout. Et toi, c'est plus en tant que dirigeant responsable pénalement, tu peux pas jouer avec ça. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que ça clash un peu. Et moi, arrivé en fin de trésor, c'est vrai que dans le monde des startups, on est habitué à se faire refinancer en last minute par ses actionnaires. Parce que, en Je fait, suppose que c'est une cartouche que vous avez essayé de... Oui, bien sûr. Oui. Et ça n'a pas marché, ouais. Bah non. Normalement, ça marche bien. On arrive en fin de trésor, on fait un board, on relève, et puis on se refinance pour 6 à 12 mois. Bon, bah là, non. Et du coup, on s'est retrouvé en fin de trésor à devoir aller au tribunal, faire un redressement judiciaire. L'étape de redressement, je ne suis pas expert, mais c'est un moment où les salaires sont pris en charge par un organisme qui s'appelle les AGS. Donc,
on te soulage de pas mal de dépenses qui sont soit pris en charge, soit mis en pause avec un administrateur judiciaire qui vient expliquer aux créanciers que leurs créances vont être gelées, le temps qu'on trouve une solution. Et c'est une bulle un peu protectrice où on va essayer de trouver une solution pour te redresser, ou alors organiser la cession du groupe des actifs à un repreneur qui va pouvoir, lui, redresser la barre en passant avec une restructuration de la dette. Voilà, de la dette sociale et privée. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On vend la boîte, on fait une cession. Et donc du coup, vous êtes en redressement judiciaire et vous êtes en train de céder les actifs. Et donc du coup, en fait, cet argent de la cession des actifs devra servir à rembourser une partie de la dette. Et je crois qu'après, là, il y a un système de priorité. Je crois que c'est l'État qui se sert en premier, après les banques, et les privés, en général, ils voient jamais leur oseille, quoi. Grosso modo, c'est ça. C'est ça. Et là, on a reçu 3 offres. Closing fin du mois. Et donc, c'est vrai qu'à la fin du mois, on aura le fin mot de l'histoire. Ouais. Ok. Et t'es confiant sur le fait que l'une des 3 offres va passer ? Ouais. Ok. Bon, il y a toujours des coups de théâtre, mais là, il y en a 3, dont 2 assez solides. Donc... Et alors, attends, du coup que je me rende compte, c'est-à-dire que là, en fait, dans les 3, du coup, ils font une offre. Eux, en fait, qu'est-ce qu'ils vont racheter ? Ils vont racheter, évidemment, la marque Mastéos. Ils vont racheter l'actif, donc le portefeuille client, le portefeuille de biens à vendre. Et ils rachètent la dette aussi, avec ? Non, alors la dette, ils sont un peu moins intéressés. Oui. Ils sont surtout intéressés par la brand, qui a encore un peu de reach, par la tech. Nous, on a dépensé 10 millions d'euros en tech. Elle en vaut peut-être 1 ou 2, mais en tout cas, elle a une valeur. Et on a un portefeuille de gestion locative avec 1700 locataires. Ça rapporte un flux récurrent de revenus de frais de gestion. Donc, ils rachètent le portefeuille, la tech, la brand. Et après, oui, la base investisseur, le network, l'infrastructure opérationnelle, mais c'est essentiellement tech, brand et portefeuille de gestion. Et dans le deal, vous devrez rester un petit peu aussi pour faire la transition. Comment ça se passe en général, ce type de deal ? Je ne sais pas encore. Moi, on m'a pas encore proposé, ni à mon associé. Donc, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Ce qui est compliqué pour un entrepreneur, c'est qu'on est habitué à être en possession de ce qu'on gère. Et là, on bascule en mode salarié parce que le président d'une société qui est en liquidation n'a pas le droit d'être au capital de la structure de reprise pour éviter les Bernard Tapie qui s'auto-liquident pour acheter la boîte à eux-mêmes derrière. Okay. Donc, nous, on passe de l'entrepreneuriat au salariat en cas de continuation. Donc, c'est difficile à vivre pour un entrepreneur. Il faut trouver des moyens de le motiver. Donc, là, c'est ce qu'on essaye de négocier avec le repreneur. Comment motiver un entrepreneur qui est un peu hermétique au salariat, mais qui n'a pas d'autre choix en fait pour continuer. Ok, je pense que de toute façon on va y revenir parce que du coup moi j'ai envie aussi de parler de ce qui est positif. Donc c'est-à-dire on va revenir peut-être 3 ans en arrière et en fait de comprendre comment donc 2 mecs qui n'avaient jamais entrepris, qui n'étaient pas des pros de l'immobilier, ils ont un début d'idée, comme tu dis en fait qui a le mérite d'exister et qui a un super momentum. Mais moi ce qui m'intéresse c'est quand même cette exécution surtout de la première année, même des premiers mois. Qu'est-ce qui fait que ce que vous avez fait, beaucoup l'ont fait, mais comment ça se fait que vous, ça a cartonné de ouf direct, quand d'autres, ça a marchoté ou juste marché, quoi ? À ton avis, pareil, là, tu t'es flagellé un petit peu juste avant, mais là, pour te un peu redorer aussi le blason, qu'est-ce qui a fait que vous avez été au-dessus de la moyenne là-dessus, quoi ? Alors, c'est vrai que c'était un marché où il y avait beaucoup d'acteurs similaires, donc il ne faut pas avoir peur d'aller sur des marchés déjà établis. Il y avait projetlocatif.fr, investissementlocatif.com, Bivouac, il y en avait une dizaine. Et nous, on est arrivé sur un marché qui était déjà super encombré. Alors, qu'est-ce qui a fait la diff ? Je crois que le storytelling, je suis désolé d'être aussi philosophique, mais en fait, quand je réfléchis, c'est quasiment une histoire de vibe et d'histoire. Et le côté, quand tu racontes une belle histoire et que tu y crois vraiment et que tu emportes ta communauté de clients, d'investisseurs, de salariés, je crois que tout est dans le pouvoir du storytelling. À partir du moment où tu racontes une histoire convaincante, l'argent vient et les clients viennent et les gens adhèrent. Après, moi, je faisais une newsletter où littéralement je racontais des histoires. C'était la newsletter philocative, donc ça parlait de philo et de locatif, où on reprenait les grands textes philo et on essayait de le lier à des problématiques d'investisseurs. On avait un branding, une vibe, une histoire qui était unique en son genre. Ouais. Et en termes de skills, bon, nous, on n'est pas particulièrement géniaux, Max et moi. On n'a pas de skills particulières. Moi, je suis plutôt bon commercial. Lui, il est très bon pour l'aspect marketing, tech, growth. Et on a bien bossé chacun dans notre sujet. Ouais. Et surtout, on allait vite. Parce qu'en fait, on n'avait pas le temps, quoi. Si tu veux, on était au RSA, il fallait aller vite. Et la vitesse, ça a créé une traction qui était
en soi assez sexy pour un VC où ils se disent putain, ils vont vite, ils prennent. Bah, souvent, c'est ça. Hein. C'est qu'en fait, on aime les entrepreneurs qui exécutent rapidement, quoi. Ouais, parce que moi je vois des ingénieurs qui prennent 2 ans à sortir un produit propre et tout. Je les vois en ce moment et je leur dis les gars, c'est pas grave s'il n'est pas parfait, mais là ça fait 2 ans que vous n'avez pas touché un centime. Vous êtes déjà grillé sur le marché VC. Ouais. La vitesse et le storytelling. Ça se sentait que nous, on n'est pas très money driven avec mon associé, c'est-à-dire on faisait pas ça pour le cash. Maintenant un peu plus parce que je suis hyper endetté à cause du redressement, donc là je pense un peu plus EBITDA, on en a parlé. Mais à l'époque, on voulait vraiment vivre une aventure, on n'avait rien à perdre, j'avais pas de femme, pas d'enfant, pas de prêt, lui non plus, on était dans un bar. Et si tu veux, ce côté rien à perdre, tu le sentais dans là, la t'as quel vibe âge, qu'on là envoyait. 34. Ok, donc à l'époque, t'as la petite 29, trentaine, quoi. ouais. Et bon, après, je ne saurais pas te dire je crois que vraiment le storytelling et la vibe, c'est hyper théorique ce que je dis, mais ça compte vraiment. Est-ce que tu es bien intentionné? Est-ce que ça se sent? Et c'est ça qui nous a coulé aussi, parce que cette vibe du début, on l'a perdue. Quand on lève 64 millions, très rapidement, la boîte, elle se financiarise. Et du coup, on se met à servir des actionnaires plutôt que des clients. Et la vibe, tu la sens. C'est-à-dire que les salariés, ils sont dans une société qui devient ultra capitalistique. Il n'y a plus d'histoire. Le client, il sent qu'il est face à un business et pas face à des gens passionnés. Donc, tu as eu un problème de culture, en fait. Ouais, la culture, en fait, c'est ça. L'argent, il vient pervertir ce côté un peu enchanteur du début, où tu racontes une belle histoire et malheureusement elle se financiarise et du coup tu perds ce qui faisait ton côté unique. Parce que du coup en fait vous lancez, donc là vous avez 29 piges, vous lancez Mastéos, donc vous créez la marque, vous créez la plateforme, vous lancez direct, donc en fait là les actions c'est quoi? C'est d'aller chercher du coup des biens locatifs et de trouver des locataires, et ça vous êtes un intermédiaire hein, grosso modo. Ouais, et ça se fait vraiment dans des conditions déplorables. Je te jure, on est dans un bar dans le 11e, je sais où il est, on est à côté des toilettes, parce que le mec pour un café il nous laisse bosser à l'étage à côté des chiottes, donc je passe mes calls clients, t'as des chasses d'eau en background. Après le client il veut un appart à Rouen, donc je prends un billet de train. Non, d'ailleurs j'y allais en Blablacar parce que ça coûtait moins cher, j'avais pas la thune pour le train. Je vais à Rouen, je vois un appart qui colle au truc, je lui fais une visio sur l'iPhone, on fait une offre, je reviens, j'essaye de trouver un mec qui s'y connaît un peu en travaux pour gérer le chantier, je tombe sur mon copain Jérôme, enfin mon copain maintenant, mais à l'époque je ne connaissais pas, qui est l'ouvrier du bâtiment qui a cofondé Mastéos avec moi un peu plus tard. Enfin, c'est un late founder, c'est-à-dire qu'on était 2 au début, il a rejoint l'aventure. Je fais le chantier avec lui, on casse des murs, on pose le plancher, tu vois, c'était vraiment... Ah mais là c'est artisanal quoi. Artisanal, ouais. Et les 10 premières transactions, c'était artisanal. Et Max, il reste à côté des chiottes pour coder le site web, essayer de faire un peu de bruit sur LinkedIn. La promesse de Mastéos, en fait, c'est de te faciliter l'investissement locatif. Ouais. C'est-à-dire, en fait, des gens comme moi, vous avez de l'argent, on va vous l'acheter un studio à 100 000 euros et après vous le mettez en location. En fait, nous, on va vous amener tout ça, le plan de A à Z. On trouve le bien, on le rénove, on le gère. Et d'ailleurs, et vous gériez aussi le côté prêt bancaire. Enfin, vous étiez un peu courtier aussi là-dessus. On l'a pas en interne, mais on s'occupe du sujet bancaire si jamais tu as un sujet là-dessus. Okay. En fait, on s'occupe de tout pour toi. Et pas besoin d'argent, d'ailleurs à l'époque il n'y avait pas besoin d'apport, tu t'appelais ta banque et ils te faisaient un prêt si tu avais une capacité d'emprunt. Oui, ça, tu vois, moi je me rappelle qu'à la même époque j'avais acheté un appart à 85 000 euros à Bordeaux. Et je crois que j'avais mis 2 000 euros d'apport. Ouais, c'était l'époque du zéro apport. Mais nous, notre boîte, elle a aussi fonctionné parce qu'on était dans cette ère du zéro interest rate, zéro apport. Donc c'est facile de vendre. Mais bon, on a vendu plus et plus vite que les autres. Et c'est aussi ce qui nous a amené à notre perte. C'est qu'à vouloir grossir trop vite sur un marché qui s'y prête pas, parce que c'est des ops. Quand tu es en SaaS, tu peux aller aussi vite que tu veux. Ouais. Tu as un logiciel, tu peux en vendre 1000 ou 1 milliard. En fait, tu vas pas générer de la surcomplexité opérationnelle. Nous, sur notre marché, c'est des chantiers à gérer, c'est des locataires, certains payent pas, il y a des fuites d'eau, il y a des punaises de lit, il y a des incendies. Enfin, ça peut pas marcher à une vélocité. C'est l'enfer, ça doit être chronophage de ouf et ça doit demander de la ressource humaine de malade en fait. Oui, c'est pour ça qu'on était 400 salariés au bout de 2 ans et demi, parce qu'en fait, tu as besoin de bras. C'est pas scalable. Et je comprends pas pourquoi les VC et tant de gens ont cru à la scalabilité d'un truc qui n'était pas. C'est peut-être parce que tu as réussi à les convaincre en fait. Et parce que notre vélocité du début laissait penser que c'était scalable. On allait tellement vite, sauf qu'il y a un moment, tu atteins un plafond très vite et tu te rends compte que non, c'est pas un logiciel. Et donc ça se prête pas au venture capital. C'est fou, ouais. Et donc les 3 erreurs qui nous ont coulé, parce que c'était une des questions du début, c'est les taux qui ont quadruplé en 1 an, donc nos clients pouvaient plus emprunter, terminé. Pour les mêmes raisons, les VC n'avaient plus d'argent facile, donc ne voulaient pas refinancer. Donc on a plus de clients, plus de financement,
En termes de management, on a fait pas mal d'erreurs, et donc les 3 cumulés, donc mauvaise gestion, plus de financement, plus de clients, très vite ça tombe. Parce que toi, vous aviez déjà managé. Jamais. Et là, en fait, au bout de 3 ans, vous vous retrouvez à la tête d'une équipe de 300 personnes, quoi. 400. 400, mais comment c'est possible, quoi? C'est fou, C'est quoi. du délire. Donc, on a appris sur le tas et on a fait toutes les fautes qu'un primo-entrepreneur peut faire. Tu sais, cet après-midi, tu vois qui c'est, Damien Morin? Damien Morin, donc mobile.club, et qui avait monté, alors lui, il avait 24, 25 ans, même peut-être moins. Il avait monté Save, mais genre il y a une petite dizaine d'années. Et Save, en fait, c'est la même histoire un peu que vous. Il faisait en fait la réparation pour iPhone. Je connais cette histoire. Raconte-la moi. En 2 mots, franchement, c'est un peu la même que la vôtre. C'est-à-dire que c'est tout de suite énorme traction. Et en fait, encore une fois, sur un modèle d'affaires où il n'y a pas de tech, où il n'y a pas de logiciel. Mais il y a une traction de fou, il y a un momentum de malade. Lui, il mettait en fait des petits ateliers dans les centres commerciaux. Et à un moment donné, en fait, il a levé énormément d'argent très vite. Il a énormément embauché très vite. Et en fait, il avait 25 ans. Il était à la tête d'un truc qui valait je sais plus combien et à la tête de je sais plus combien de salariés, mais avec un truc chronophage de malade, avec des vols en boutique, un management hyper difficile et des ops qui sont pas maîtrisés parce que c'est pas maîtrisable. Quand tu as des ops, c'est parce c'est le truc à retenir de Mastéos et de Save. Dès qu'il y a des ops, il faut pas scaler. Tu fais du private equity, tu ne fais pas du VC. Il y a un grand malentendu sur le VC, comme à l'époque il y avait trop d'argent. Ils sont sortis de leur zone de confort, qui est le SaaS, pour aller financer des projets qui sont pas VC compatibles, comme Mastéos, comme Save. On aurait été bien mieux à être financé par juste des BA ou du private equity. Parce que vous, comment vous avez fait? Donc vous lancez ça, là, tu dis là, les premiers trucs, on va casser les murs, on trouve un artisan, on fait le truc, machin, très artisanal. En fait, à quel moment ça grossit et à quel moment vous allez lever de l'argent la toute première? C'est assez rapide, c'est au bout de 6 mois, au bout d'un an? Non, c'est pas rapide du tout parce qu'on dépose les statuts en février 2019, le 8 février 2019. Je crois que je me paxe à ce moment-là d'ailleurs. Et ensuite, il nous faut 1 an pour encaisser nos premières ventes. Donc tu vois, on lève au bout de 1 an et demi, je crois. Et au bout d'1 an et demi, vous levez combien et auprès de qui? Au début, on gratte à droite à gauche, la grande tante, on fait Friends, Family and Fools. Après, on commence à parler à nos clients qui comprennent un peu le projet. Les premiers clients, on avait la chance d'en avoir qui avaient un peu d'assises financières, donc qui ont mis des tickets à 10, 15, 20, 30 000. Donc en fait, là, au début, très BA. BA, Friends, Family. Et là, vous levez combien et vous lâchez combien? Je sais même plus, mais le premier, ça devait être 50 000, puis après, on lève 100. On lâche des petits bouts en BSAR, on essaye de pas trop se diluer. Quoique à l'époque, on n'y connaissait tellement rien, je crois qu'on s'est trop dilué au début. Et puis très vite, on va choper les subventions French Tech, BPI et compagnie. Très vite, on rencontre Daphne, qui est notre première actionnaire. C'est le fonds de Simon Signy, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas son fonds, mais il est partenaire. C'est lui un peu la tête d'affiche. Visible, ouais. Et qui nous finance. C'est les premiers à nous mettre un ticket à 7 chiffres. Et donc là, on était comme des dingues. Je crois que c'était 2 millions qu'ils ont mis la première levée. Et ça, c'était courant 2020. Donc on est né début 2019. Et la première vraie levée arrive... plein Covid. Plutôt second semestre 2020. Plein Covid, effectivement. Nous, on bossait... Post-confinement, quoi. Je crois qu'on est en plein confinement à cette époque, il me semble. Nous, on était en caméra 3D, on essayait de contourner le truc du mieux qu'on pouvait. Et après, on est rentré dans un track où on a enchaîné seed, pré-seed, pré-série A, série A, post-série A, pré-série B, bridge. Vous avez levé, énormément, quoi. Tout le temps, quoi. Combien en tout, ça fait? 64. 50 et quelques en equity et 10-12 de dette. Ok, ça marche. Et donc ça, c'est sur 3 ans. Et alors, pareil, limite, ce que je trouve aussi ou plus impressionnant, c'est comment on fait pareil, on fait monter du coup, en 2 ans une équipe de 0 à 400 salariés, quoi. Vous faites accompagner. Comment en fait, parce que même ta garde rapprochée, elle est embauchée presque en même temps que tous tes teammates, en fait, quoi. La garde rapprochée, pour le coup, c'était ceux qui étaient là sur les 2 premières années, vraiment au tout début. Et après, c'était un bordel monstre. Il a fallu embaucher des chasseurs de recruteurs qui recrutaient des recruteurs. À la fin, on s'est retrouvé avec 10 recruteurs en interne, en CDI. Et sur les 10 recruteurs, il y en avait 3 qui étaient chargés de recruter des recruteurs, qui était un marché pénurique, parce que toute la tech embauchait à ce moment-là. Du coup, il y avait une inflation sur les salaires. On s'est mis à payer une blinde des profils,
Enfin, maintenant, tu regardes les salaires chez Mastéos, ils n'arrivent pas à retrouver derrière parce qu'on payait trop, parce que c'était le seul moyen de recruter rapidement des gros talents. Ouais. Et le problème, c'est que c'était des talents de la tech, mais pas de l'IMO, tu vois. En fait, tu te rends compte qu'il te faut un bon plaquiste au board et pas un bon techos de chez Conto, tu vois. Enfin, donc, c'était pas des recrutements, c'était des talents, mais pas des talents calibrés pour gérer de l'ops immobilier à Bourg-en-Bresse. C'est des talents pour faire scaler une fintech, tu vois. Donc, en fait, la confusion des genres tech, alors qu'on était juste une boîte de BTP glorified, a fait qu'on avait trop de people mal calibrés, avec des superstars en manager. Mais en fait, ça sert à rien quand tu fais de l'IMO d'avoir. Ça sert à rien d'envoyer José Mourinho entraîner une équipe de Régional 2, quoi. Non, c'est pas mal comme métaphore. Si, j'ai essayé. Je préfère avoir la star des plaquistes que la star des RH FinTech pour gérer un groupe d'IMO, quoi. Non, mais je suis d'accord. Bon, et donc voilà, c'est un gros bordel de recrutement. En même temps, il faut gérer des ops, lever des fonds, faire de la presse. Et pour revenir à qu'est-ce qui fait que ça part si rapidement, je crois que tout est dans la visibilité. Tu vois, tu avais Grégoire Gambato qui était là juste avant. Être visible rapidement, cultiver la visibilité, c'est assez fort. C'est un truc dans lequel tu as été bon, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, il y a des gens qui bossent dans l'ombre en pensant qu'un bon produit va faire parler de lui, et c'est sûrement vrai. Mais parfois, c'est pas mal d'aller directement te frayer une place à BFM, d'être très très actif sur les réseaux sociaux. Et le fait d'avoir été visible si vite, c'est ce qui fait que tu pars. Mais la visibilité, surtout à l'ère TikTok, c'est un truc qu'il faut bien maîtriser. Le storytelling et l'envie d'être visible rapidement. Ok. Et toi, comment... alors, je ne vais pas poser la question pour ton associé, je vais poser la question qu'à toi qui est ici avec moi. Comment tu vois la suite? Parce que là, du coup, cette année, en fait, ça va être l'année vraiment de transition. Vous allez trouver un repreneur, Mastéos va être repris. Ça va être après une histoire qui va être, j'allais dire, en partie derrière toi, parce que bien sûr, on en parlait tout à l'heure en off, parce que ceux qui me suivent le savent, j'ai également liquidé une boîte en 2019. Bienvenue au club. On est en 2024, 5 ans après, je rembourse encore. Donc c'est quand même pas, c'est jamais anodin, ça te colle toujours un petit peu au cul. En plus, on en parlait tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi ton rapport à l'immobilier? Je disais que moi, en fait, de l'immobilier, par exemple, pendant 2 ans, et j'ai pas pu en faire, parce que j'avais ce stamp liquidation judiciaire qui était collé sur ma tronche et en fait sur lequel en fait tu peux rien faire, quoi, pendant ce moment-là. Donc toi, est-ce que tu réfléchis en fait à l'après? Est-ce que tu as envie de relancer une boîte? Est-ce que tu as envie d'aller dans le salariat? Est-ce que si tu relances une boîte, tu as envie de te lancer peut-être plutôt dans la tech ou quelque chose de... Est-ce que tu réfléchis là à l'après, là, ou t'es encore trop tête dans le guidon? Ce qu'on s'est dit avant était hyper intéressant. De toute façon, les entrepreneurs, ils ont toujours une idée. Donc, tu me demandes si je pense à l'après. Ça fait 2 mois que je sais exactement ce que je vais faire après. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on a toujours un coup d'avance parce que c'est notre job d'être créatif et d'inventer des idées, de faire des plans sur la comète. Donc oui, au lendemain de la session, j'ai un truc qui peut émerger si jamais on ne propose pas un deal de reprise. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce qu'on s'est dit avant, c'est que la chute est assez brutale à titre perso. C'est douloureux, ouais. Moi, tu vois, j'ai levé 64 millions. Ma boîte, elle valait 150 il y a quelques mois, 150 millions. J'ai pas touché un centime dans l'histoire. J'ai jamais revendu de part. Je me suis jamais payé correctement. Je me suis endetté à hauteur de 250 000 euros pour lancer la boîte, auprès de mes potes, auprès de ma tante, auprès de banques, en prêt perso, caution personnelle, des trucs comme ça. J'ai planté des potes sur des chantiers, je leur dois de l'argent. Et en fait, tu repars, et c'est exactement comme toi ce que tu me racontais, c'est que tu repars avec une liability, avec un truc sur le dos qui te court après pendant des années. Et je parle pas des fautes de gestion qu'on va aller me coller au tribunal de commerce, où je vais devoir me payer les avocats et les créanciers peuvent me poursuivre. En fait, c'est une tannée de planter une boîte. Et je trouve que le côté positif de ça, c'est que maintenant, tu n'as plus le choix. C'est ce que tu disais. C'est qu'on est tellement criblé de dettes, on a tellement le monde entier qui veut nous récupérer de l'argent, qu'on est obligé de faire un projet EBITDA positif. Un projet qui rapporte de l'argent et vite. Et on est obligé de se bouger le cul pour recréer une boîte qui cartonne et qui, cette fois, génère de l'EBITDA parce que c'est le seul moyen de survivre aux dettes qu'on a accumulées dans le projet précédent. Donc, c'est-à-dire que ton prochain projet, ce sera plutôt en fait un projet qui sera, on va dire, ce qu'on peut appeler money driven. Money driven, ouais. Money driven, ouais. C'est-à-dire, en fait, en grosso modo, qui rapporte tout de suite de l'argent. Et ça, en fait, toi, tu as montré qu'en termes d'exécution, en termes d'histoire, tu pourrais le faire. Mais est-ce que toi, du coup, tu n'as pas un peu peur qu'en termes d'image, forcément, ce côté Mastéos
Parce qu'en fait, Mastos, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Est-ce que tu as peur que le côté négatif te colle un petit peu à la peau pendant un certain temps? Bah, je te rejoins sur le côté bancaire. Moi, je suis grillé du secteur bancaire parce que j'ai quand même planté, je suis en train de planter 15 millions d'euros de dettes. Donc, je suis un intouchable sur ce secteur. Ouais. Et donc, en fait, ça force à le prochain projet que je vais faire à être EBITDA positif très vite pour Parce que rembourser toi, mes dettes. tu pourras pas compter sur les banques Non. et tu pourras pas compter non plus sur des les fonds. VC parce que j'ai planté trop de VC. Et donc, en fait, ça force à faire un projet très, très rentable dès le début et très vite. Parce que, comme tu le sais, nous, on n'est pas payé pendant la procédure. Hein. Pendant une période de redressement, les mandataires sociaux ne sont pas payés. Donc, moi, j'ai pas touché de salaire depuis pas mal de temps. Ouais. Donc, et en plus, je suis endetté. Et donc, ça force à pas te reposer sur tes lauriers et à utiliser tes capacités d'entrepreneur pour écrire un projet qui devient très vite rentable et sans perfusion financière, bancaire ou VC. Et c'est ça le prochain play. Et toi, on voit là que tu fais, alors je dis pas que tu fais le tour des médias ou des podcasts ou quoi, mais en tout cas, parce que c'est pas toi qui m'a demandé à être ici, c'est moi qui suis venu vers toi pour te demander si tu voulais bien témoigner, raconter tout ça. Donc on voit que tu fais vraiment ton mea culpa, mais limite, en fait, c'est cool parce que tu documentes, tu es hyper transparent sur toute cette partie qui est pas du tout sexy. Enfin, c'est pas un côté d'entrepreneuriat qui est le plus sexy à dire. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est justement c'est une sorte de quête de rédemption ou c'est parce que tu penses que c'est utile ou parce que toi même psychologiquement en fait ça te fait du bien plutôt que de te recroqueviller sur ah putain c'est la merde, je suis dans une merde totale et tout. Le fait de l'extérioriser, de mettre des mots dessus et de l'expliquer, est-ce que ça te fait du bien? C'est quoi? Pourquoi tu fais tout ça? Bah, y a peut-être un côté psychanalytique Ouais. à traiter le traumatisme d'un plantage d'une telle ampleur. Ce qui est marrant, c'est que tu le fais. Enfin, ce qui est marrant, c'est que tu le fais pendant. Moi, tu vois, j'ai mis 2 ans à oser en parler publiquement, tu vois. Ouais, il y a aussi que j'ai absolument rien à perdre vu que j'ai tout perdu et je trouve ça hyper libérateur d'avoir tout perdu pour plein de raisons. En fait, tous les gens qui... Tu vois, quand je prends la parole de manière un peu trop osée et que je reçois des lettres d'avocats sur des breaches de confidentialité, des menaces de poursuite dont je reçois beaucoup en ce moment, et je leur dis, les gars, je suis insolvable, j'ai rien à perdre. Vous voulez faire quoi? Tu vois, les créanciers qui veulent me poursuivre, j'ai zéro. Donc en fait, je suis libre. Le fait de ne rien avoir à perdre, c'était au début de Mastéos. J'avais pas de femme, pas d'enfant, pas de prêt, rien à perdre. Et c'est à ce moment-là que tu es le meilleur parce que tu es libre. Et moi, je suis libre du fait que j'ai jamais gagné d'argent. Si j'avais gagné ne serait-ce qu'un peu d'argent, j'aurais été extrêmement vulnérable. Je me serais renfermé de peur de perdre le peu que j'ai monétisé. Mais là, voilà. Donc autant que ça serve de leçon, des trucs à pas faire. Faut pas aller trop vite. Faut pas jouer au jeu du VC quand on a un business qui est pas compatible avec ce mode de financement. Parfois, la vanité, elle mène à des prises de décision qui sont irrationnelles. Tu penses que toi, du coup, il y a eu quand même vous avez péché par vanité ou par ego sur certaines choses? Bah ouais, parce que les méga levées de fonds, ça fait que y a un coup de projecteur. Du coup, au dîner de famille, ils voient mon nom dans les échos sur BFM, je suis tout content devant ma maman. Enfin, tu vois, c'est des trucs basiques. Mais c'est ça, en fait, quand tu es drivé par des trucs qui sont pas financiers, tu prends des décisions qui sont financièrement irrationnelles. Ouais. Et c'est vrai que quand tu lèves trop de fonds, bah, ça ne t'incite pas à être centimier sur les dépenses. En fait, quand tu as là les dernières grosses levées, en plus, on doit les dépenser vite. Hein, c'est pas fait pour dormir sur un compte épargne. Donc, il faut les dépenser, quoi. Et du coup, tu te mets à être beaucoup moins rationnel sur ta structure de coûts, sur tes dépenses. Vous, c'est les RH qui ont été le plus gourmands, non, je suppose. Ouais, RH, des bureaux qui sont oversized, des trucs qui peuvent marcher en variable que tu prends en fixe, sur des ouvriers qui pourraient marcher en sous-traitance, que tu gardes sur ta payroll. Enfin, des décisions qui sont pas rationnelles parce que comme tu es quasiment budget illimité, mais en fait, t'es jamais budget illimité, ça part tellement vite. 400 salariés à coût chargé, je sais pas, peut-être 70 000 euros par tête. En fait, tu fais le calcul, ça va. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Quand les gens me demandent comment tu as pu cramer autant en si peu de temps, Ouais. bah, le RH, ça va vite en fait. Donc, en fait, lever des fonds, c'est comme prendre des stéroïdes en muscu. C'est que bah, c'est un gros raccourci. Très vite, ça tu pèse. gonfles, mais c'est malsain, tu vois, parce qu'après, ça détruit tes organes. Et donc, bah, tu as des gros muscles peut-être en 1 an au lieu de 10 ans, mais tu as niqué ta santé. Ok. Bah, c'est ça, l'argent vici, en fait. Donc voilà, du coup, c'est quoi tu nous as dit la prochaine étape, c'est quoi dans 1 mois, on saura qui a repris Mastéos? Ouais, dans 2 semaines même. Même dans 2 semaines? Ça va être tout de suite public ou pas? Ouais. Ça, on va le savoir. Et pour toi, du coup, c'est quoi la suite après ces 2 semaines? Tu le sais ou pas? Non, pas encore. Il faut que je parle au repreneur, mais on sait toujours pas qui ça sera.
Ok. Et de toute manière, j'ai une problématique qui est la même que toi, qui est que quand on plante une boîte, on ne peut pas rentrer chez soi tranquille, on doit à la société des choses. Et moi, je dois de l'argent à des gens que j'ai plantés. Et donc, pour rembourser ces gens-là, il va falloir que je trouve un projet rentable ou alors que mon repreneur me propose quelque chose qui me permette de solder ma dette à la société, en fait. Parce que tu vois, moi, c'est vrai que quand j'ai liquidé, alors ça, du coup, il y avait une dette à l'État, hein, TVA, URSSAF. Bon, ça, en vrai, ça m'a pas empêché de dormir. Je dis, bon, bah écoute, c'est comme ça, c'est pas grave. J'avais une dette bancaire, bon, bah ça, j'avais une partie qui était caution personnelle, donc comme je disais tout à l'heure, je rembourse encore. Mais j'avais aussi, moi, j'avais une dette avec des privés, donc avec des boîtes partenaires, donc des fournisseurs, et autres, des gens qui ont même été des amis. Donc ça, pour le coup, j'étais pas obligé, parce que ça, quand moi je suis passé à la case liquidation judiciaire, hein, c'est celle d'après normalement le redressement. Si tu trouves pas de repreneur, moi je suis passé directement à cette case-là, parce que j'ai trop attendu. Donc moi, la faute de gestion aurait pu être retenue contre moi, mais j'ai bien réussi à expliquer pourquoi je l'avais pas vu ou quoi. Et tu vois, par contre, j'ai tenu moi à rembourser personnellement avec mes projets d'après les dettes fournisseurs que j'avais. On parle de 100 000 euros quand même, tu vois. La même, moi j'ai 100 000 euros que j'ai pas à rembourser, mais comme c'est un ami et que je l'ai planté, je me suis mis en tête que j'allais le rembourser. Donc, Moi, ça m'a pris 2 ans, mais tu vois, je suis content, je me regarde vraiment dans une glace parce que je l'ai fait. Et tu vois, du coup, en plus, c'est marrant, c'est que ce mec-là, il sera invité dans le podcast là, dans la prochaine saison. Et tu vois, et franchement, j'espère qu'il acceptera qu'on en parle parce que tu vois, du coup, ça doit pas être un tabou. Je lui ai fait. C'est pas une crasse parce que j'ai pas fait non plus exprès, mais si on est honnête, je savais quand même qu'il y avait un risque à ce moment-là, quand je le fais travailler là-dessus, que moi ça va pas très bien, que je peux le planter en fait. Donc je peux pas non plus me cacher derrière ça, et donc du coup il fallait assumer. Tu peux pas solder ta dette à toute la société, mais il y a une histoire de priorité pour être en phase avec soi-même, et c'est ce que tu dis là, et c'est tout à fait vrai. Et la culture du plantage en France, elle est moins bien vue qu'aux États-Unis. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Il y a les entrepreneurs qui plantent une boîte en France, ils se font pas mal attaquer. Je pense à Raphaël Villermé, que je connais avec Luco, qui s'est bien fait tracher sur les réseaux. C'était il y a 6 mois, non, ça, non? Même pas? C'est toujours en cours, là, il vient de vendre, il vient de sortir du truc. Mais il s'est fait pas mal attaquer. Moi aussi, mais à juste titre. Je veux dire, c'est normal quand tu plantes une boîte et que tu fais perdre autant d'argent à autant de monde. Parce qu'il faut pas glorifier la défaite non plus. Non, voilà, moi, exactement. Je suis pas une star parce que j'ai liquidé ma boîte. Ouais, exactement. Et je suis pas non plus un ange parce que j'ose en parler, que j'assume, que je fais mon mea culpa. Non, je suis d'accord. Ça exonère pas les responsabilités. Un plantage, il y a plein de gens qui en souffrent énormément. Il y a des drames financiers, humains. Mais le problème, c'est que ça va dissuader des vocations entrepreneuriales. Si on voit que les entrepreneurs qui ont le malheur d'échouer subissent une humiliation publique systématique. Donc, il faudrait trouver un juste milieu. Mon ami philosophe Charles Pépin a écrit un bouquin qui s'appelle Les Vertus de l'échec, que je trouve assez inspirant. Il ne faut pas glorifier l'échec, mais il faut pas non plus être dans l'extrême français qui consiste à mettre au banc les gens qui ont eu le malheur de se planter. Donc, j'aimerais que la culture évolue à ce sujet-là pour pas dissuader les entrepreneurs de se dire « Oh non, si jamais je me plante, je vais me faire éclater sur les réseaux. » Non, je veux dire, je trouve que les mentalités évoluent pas mal là-dessus. T'as subi ça un peu toi en ligne là quand même, les foudres des gens ou quoi? Forcément il y a dû peut-être avoir quelques commentaires, mais est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a atteint ou pas? Non, ça allait. Enfin oui, tous les gens qui ont perdu de l'argent n'étaient pas très gentils et ils ont raison de pas l'être. Après, parce que en fait les gens qui ont perdu de l'argent, donc il y a évidemment les VC. T'as tout le monde, t'as les VC, les banques, les BA, les salariés, les gens qui avaient fait du crowdfunding, les clients. T'as levé en crowd aussi? Ouais, grande erreur d'ailleurs. J'avais même pas besoin sur Crowdcube. Ah, sur Crowdcube. Je pensais que ça me ferait des clients supplémentaires. J'avais pas besoin de l'argent et en plus j'ai planté des particuliers, donc c'est vraiment une catastrophe. Les salariés qui avaient cru au projet, qui ont mis de l'argent en perso, certains qui sont endettés. Enfin, c'est vraiment terrible. Ça doit être le plus douloureux, ça, du coup, à vivre. Hyper douloureux. Et ces gens-là ont une juste raison d'être très violents en ligne et c'est leur droit et je comprends. Mais non. À part 2-3 trucs qui m'ont blessé un peu perso, j'ai fait 2-3 nuits blanches, mais ça va, franchement, les gens sont pas méchants, quoi. Okay. Si t'es droit, si t'es honnête, transparent et que t'assumes l'échec, les gens sont pas d'une méchanceté inutile, quoi. Ouais. Donc là, je pense peut-être par pudeur, parce que la procédure est pas terminée, peut-être que t'as pas envie de dire
quels sont tes projets là après. Mais en fait, tu parlais de projet Money Driven, pardon. Faut que j'arrête. C'est l'accent bordelais c'est anglais. ça. Money Driven, pardon. Mais tu vas vouloir faire quoi? Tu vas vouloir faire peut-être plutôt du service, tu vas vouloir faire du coaching, tu vas vouloir faire qu'est-ce que tu dois faire quand même, grosso modo, comme secteur, on va dire. C'est en fait maintenant que je comprends pourquoi Mastéos s'est planté. T'as toujours la tentation de vouloir faire un truc sans les erreurs, quoi. Moi, je vois très bien à quoi ressemble un Mastéos optimisé, ayant fait toutes les erreurs possibles. Mais t'aurais pas le droit, je pense, de remonter une Non, boîte. j'aurais pas le droit, l'IMO. mais c'est toujours tentant. Après, bon, le B2C, c'est vraiment très éprouvant. Le consumer, c'est le pire. C'est terrible. Tu rentres très vite en PTSD. Parce que ça veut dire quoi? un post-traumatique, stress disorder, comme les militaires qui rentrent d'Afghanistan et qui revivent des trucs qui les empêchent de dormir, le B2C, les gens sont violents et encore une fois, ils ont raison de l'être, mais parfois de manière excessive. Tu vois, moi, j'ai un type qui avait du caca de souris dans les parties communes, qui m'a collé son avocat, qui me harcelait tous les jours, qui a retrouvé mon numéro, parce que il a vu du caca de souris dans les parties communes. Et donc, il y a des comportements qui sont excessivement violents en B2C, et ça, fois 1600 clients. Certains qui avaient de bonnes raisons, pour le coup, il y a des immeubles qui ont brûlé, il y a des immeubles dans lesquels il y avait de la mérule dans les murs qui se sont effondrés, il y a eu des fautes sur les chantiers, il y a eu plein de trucs, mais si tu veux, le niveau de violence, il peut être sur des trucs mineurs ou majeurs, et ça te traumatise du B2C. Donc, mais quand tu dis tout ça, là, t'as vraiment envie de relancer un truc dans l'immobilier, franchement? Ouais, mais de version avec tous les garde-fous qui permettent de se protéger de ces dérives que j'ai connues chez Mastéos. Parce que maintenant, je sais comment m'en protéger, je sais comment processer un business opérationnel pour qu'il soit étanche au SAV, B2C et à ce genre de choses. Donc, je sais designer les choses. Elles sont suffisamment traumatisantes pour que je design le prochain projet pour qu'il soit rentable, hermétique au SAV, qu'il soit pas générateur de SAV. Ouais. Qui soit moins dépendant du B2C, qui soit peut-être moins ops, qui soit plus streamliné en étant plus monoproduit, monoclient, monozone, mono quelque chose. Parce qu'en fait, quand tu fais à la fois de la gestion, des travaux, de la transac en Belgique, en Espagne, en France, à Angoulême, à Paris, à Bordeaux, et avec tout type de clients, en fait, c'est juste incontrôlable. Donc, il faut se concentrer sur un play très, très streamliné et mono quelque chose. Et toi, du coup, comme c'est pas une liquidation judiciaire, est-ce que du coup la faute de gestion peut être retenue? Et toi, en fait, est-ce que du coup il y a des chances que tu puisses être interdit? Je sais pas en fait, c'est quoi? C'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de monter une nouvelle boîte? Oui, alors il y aura quand même une liquidation parce que nous on cède les actifs, mais Ok. les coquilles. Ah, mais Mastéos SAS, Ouais. du coup, doit être fermé. L'enveloppe qui possède ces actifs, elle ferme. Donc il y a une liquidation des sociétés, mais elles auront été vidées des actifs qui auraient été cédés aux repreneurs. Donc il y aura une liquidation. Moi, la faute de gestion va évidemment être recherchée chez moi. Et donc oui, ça peut déboucher sur une amende au sens une grosse amende, hein, vu les montants. Ça peut être une interdiction de gérer. Et ouais, c'est les risques qui vont avec l'entrepreneuriat, malheureusement. Mais ça, pareil, t'y es préparé? C'est un truc qui t'empêche de dormir ou t'es résigné? T'es plutôt, plutôt philosophe en fait sur la question, de dire bon, maintenant c'est comme ça, maintenant j'ai juste à aller de l'avant et à voir par quel. Je trouve pas l'expression, j'allais dire par quel pied tu es mangé, mais non, tu n'es pas mangé par un pied. Sauce, à quelle sauce? À quelle sauce tu vas Ouais. être mangé, ouais. Oui, c'est pas très agréable. C'est une épée de Damoclès qu'on porte comme ta dette Ouais. post-liquidation. C'est une dette. Et ça fait partie du jeu. Quand j'ai lancé Mastéos et qu'on a commencé à exploser, je savais qu'il y avait un prix à payer. Je le sentais. Je me suis dit, la hausse est fulgurante, la chute le sera tout autant. Et je m'y suis préparé mentalement et je savais qu'il y avait un prix à payer à ce succès. C'est pas un pacte avec le diable, mais je m'y étais préparé. Et maintenant, ça me force aussi à rebondir très vite, très fort. Comme Oui, parce que t'es encore jeune quand même, donc du coup ça va. une figure assez polémique, Oussama de The Family. Lui, il a fait des erreurs graves pour le coup, mais le rebond est incroyable. Enfin, je veux dire, tu as vu à quel point il sait rebondir. Alors que ça paraît complètement inextricable comme situation. Le mec est soupçonné d'avoir détourné des millions, il est complètement grillé. Enfin, je veux dire, et le mec arrive à trouver l'énergie, à puiser la force pour racheter
une image, reconquérir un public. Aujourd'hui, c'est un gourou, quoi. Et je sais pas où est-ce qu'il puise cette énergie, parce que dans cette situation, moi, je me dis, enfin, je me pends, quoi. Enfin, et non, et c'est magnifique, les rebonds, les histoires de rebonds, où tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas d'issue, où c'est foutu, et finalement, tu renais de tes cendres, et c'est ça que je veux faire en deuxième partie. Donc c'est déjà là, tu es déjà en train de réfléchir du coup en fait à ce rebond, à ce que tu vas faire. Et est-ce que du coup forcément ça va être un rebond où tu vas continuer à essayer d'être dans la lumière, ou tu te dis peut-être pendant 2 ans je vais me faire discret? Bah, alors là, la Là, tu m'as lumière... pris l'exemple d'Oussama du coup qui est l'antithèse de ça. Moi je sais qu'après la liquidation pendant 2 ans on m'a pas entendu. Et Ouais. après je suis ressorti du bois quoi. La lumière, elle est liée à la pyramide de Maslow, où tu as un... où Tu peux redire aux gens ce que c'est la pyramide de Maslow, c'est avec les Ouais. besoins primaires, secondaires. Ouais, c'est ça. En fait, tu as une pyramide des besoins. Donc d'abord, il faut pouvoir manger et faire pipi. Se vêtir, ça c'est les besoins primaires. Ouais. Ouais, s'habiller. Une fois que ça c'est assuré, tu vas essayer. Il y a quoi au-dessus de Du gagner? coup les besoins secondaires, c'est je pense que s'amuser. Ouais, s'amuser. Et puis, plus tu montes, plus tu vas essayer d'être dans l'accomplissement personnel, Ouais. dans des trucs qui sont vraiment extra-financiers, dans trouver un sens à ce que tu fais, essayer de développer les talents qui sont en toi et qui sont en puissance, et les faire passer en acte. Et donc le sens de l'accomplissement personnel, c'est tout en haut de la pyramide. Et un projet comme Mastéos, ça m'a fait cocher ce besoin tout en haut de la pyramide. J'ai accompli quelque chose d'ampleur. Ouais. Ça n'a pas marché, mais je suis content d'avoir créé ce truc. Et du coup, j'ai validé mes besoins tout en haut de la pyramide. Alors, j'ai pas toute la base, c'est-à-dire que j'ai pas une thune. Il faut que je suis en galère financière. Et le bas de la pyramide, c'est mon prochain projet. Donc, j'ai plus ce besoin de faire du self-accomplishment Ouais. face aux médias ou autres, parce que je l'ai déjà vécu. Et donc maintenant, je peux me concentrer sur mes besoins primaires et j'attaque la pyramide par le haut. Il y a des entrepreneurs que je connais qui ont gagné beaucoup d'argent sur des projets qui n'ont pas un sens incroyable et où ils n'ont pas l'impression de s'être découverts eux-mêmes, et qui vont aller chercher des projets beaucoup moins rentables, mais qui vont leur faire vivre une aventure extra-financière. Et c'est ce qu'on dit en money driven, pas money driven. Je veux dire, si tu es marchand de biens dans l'immobilier, c'est money driven. Il n'y a aucun sens à ce que tu fais. Enfin, franchement, il faut aller le chercher, quoi. L'aspect sociétal, il n'est pas là. Et donc, tu vas très vite te sentir un besoin de créer quelque chose d'ampleur. Et ça sera peut-être le projet d'après. Bah, moi, c'est inversé. Tu vois, là, je pourrais être marchand de biens pour rembourser mes dettes. Comme j'ai déjà validé le haut de la pyramide, ça va. Je suis en paix avec moi-même là-dessus. Et je peux revenir dans l'ombre, ça me va. J'ai connu ce que j'avais envie de Parce connaître. qu'en fait, il y a ce côté-là, mais après, il y a le côté, en fait, rester dans la lumière. Alors, pas en mode ego trip, mais en mode asset pour, du coup, je te dis, comme tu le disais, en fait, gagner de l'argent avec, du coup, d'autres projets. Parce que, du coup, en fait, cette audience et cette communauté et cette lumière, c'est aussi un asset qui te sert à pouvoir vendre des produits ou des services, quoi. Ouais, mais quand c'est rattaché à la visibilité d'une personne, je trouve que ça peut parfois masquer un produit qui est déficient. Parce que normalement, tu n'es pas obligé de... Si le produit il est bien, il n'a pas besoin d'être dépendant d'une personne. Un produit en tant que tel, ça fonctionne. Un sac, je sais pas, un sac Chanel, ça fonctionne en dehors de Bernard Arnault, et c'est pour ça que sa marque vaut aussi cher. Donc, je trouve ça risqué de tout miser sur une personnalité pour ses prochains projets, parce que ça te défocus d'un beau produit qui suffirait en lui-même sans avoir à être attaché à un nom. Tu vois, Stéphane Plaza, tout son réseau, il dépend de Stéphane Plaza. Là, Stéphane Plaza a fait un dérapage. Je crois qu'il est accusé pas de viol, mais de violence. Du coup, tout le réseau Stéphane Plaza s'effondre. Et c'est à double tranchant. Donc, je ne pense pas que ce soit un actif en tant que tel, que tes projets dépendent à chaque fois de ton image. Ok, je comprends. Est-ce que toi, là, du coup, là, tu fais un peu le tour là, de pas mal de médias ou autres. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un message, une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posé? Est-ce qu'il y a un message que tu avais... Parce que j'ai l'impression qu'on a fait quand même un bon tour quand même de tout le spectre de cette vie fulgurante mais éphémère qu'a eu Mastéos, hein, parce que c'est vrai que 3 ans, 4 ans? Non, 4 ans? Ouais, Parce que c'est 2019? 2019, il s'est rien passé, on n'a pas fait de chiffre d'affaires. Donc en Oui. fait, ça c'est né en C'est 2020 et c'est mort ça s'est un peu arrêté en fin 2023. 2023. Ouais. Donc en fait, un peu 3 ans, donc c'est vrai que c'est ouf à quel point Ouais, c'est 4. fulgurant quand Ouais, même. ouais. Est-ce qu'il y a un sujet ou une étape dont tu aurais aimé qu'on parle? Déjà, il faut désacraliser ce monde-là. Moi, je sais qu'à l'époque, je regardais les entrepreneurs et je me disais, c'est des fous furieux, jamais j'arriverai à faire ça, je suis pas du milieu, j'ai pas les codes. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de milieu.
Le secret, c'est de s'y mettre. Il n'y a pas besoin d'une bonne idée. Il y a pas besoin de. Faut juste pas avoir trop à perdre. Et ce qui fonctionne, c'est l'énergie. En fait, c'est le seul vrai actif qui fait qu'un projet marche ou pas, c'est le niveau d'énergie que tu y mets. L'énergie, elle est contagieuse et elle fonctionne avec les employés, les actionnaires, les clients. Donc, en fait, l'ambition d'un projet, il dépend du niveau d'énergie que tu es prêt à mettre. Il dépend du storytelling plus que d'un BP. Et il faut. En fait, les intentions de démarrage, elles se voient, elles imprègnent toute une communication. Si tu es là pour faire du cash, ça se sent très vite. Si tu es là pour construire quelque chose d'extra-financier, ça va très vite se sentir. Et donc, il faut bien être au clair avec ses intentions au début, bien être au clair avec le niveau d'énergie qu'on est prêt à y mettre, parce que l'énergie a exactement la même valeur que de l'argent. Si tu as 1 million à mettre et si tu as 1000 kilojoules à injecter, c'est la même chose pour moi. C'est exactement la même chose. Et si tu as une skill à cultiver parce que tu sais pas développer, tu n'es pas un super financier ou je sais pas quoi, c'est l'art du storytelling. Les humains, ils vivent d'histoire. Si tu as une belle histoire à raconter, ça vaut tous les business plans du monde. Donc cultive ton storytelling et c'est la seule skill dont tu as besoin pour lancer un projet comme Mastéos. Et sers-toi de contre-exemple. Enfin, j'espère que je vais servir de contre-exemple pour que ces erreurs ne soient pas répétées. Tous les projets ne sont pas compatibles avec le VC. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il faut mettre un pied devant l'autre. Et attention aux coûts RH. Bon, en tout cas, merci en tout cas à toi pour toute cette transparence, pour en fait toute cette documentation dans un moment qui est hyper douloureux, parce qu'en plus, moi, si ça a été douloureux pour moi, là, je comprends qu'on est quand même sur un autre level. Donc forcément, je trouve que c'est quand même assez courageux de ta part de venir en parler avec autant d'aisance et de transparence un peu partout en ce moment. Bon courage en tout cas pour ça. Est-ce qu'il y a une personne, si tu devais me conseiller d'inviter une personne là à ta place et me mettre en contact avec elle, c'est pas obligé que ce soit un ou une entrepreneur, ce serait qui? Il est assez dur à choper, mais moi, la personne qui m'inspire le plus, c'est Cyril Gane, qui est un combattant MMA. Tu sais, c'est des trucs en cage. On en parlait justement hier avec la team de Podspace qui me disait quand est-ce que tu as Cyril Gane, ce serait ouf. Alors moi, je suis sa groupie. Il est venu une fois chez Mastéos, j'ai une photo de lui avec mon chien et je vais voir ses combats et tout. Et je me suis entraîné dans la salle où il s'entraîne au MMA Factory à Paris. Et c'est le mec le plus sympa que j'ai rencontré de ma vie. Honnêtement, j'ai jamais vu un mec aussi sympa de toute ma life. C'est-à-dire que je le croise au vestiaire. Tu vois, je l'ai vu une fois, il s'arrête, il me dit bonjour, mais surtout il est sympa avec la femme de ménage comme avec le ministre des Sports, tu vois, il va t'accorder le même niveau d'attention et c'est un mec qui sait prendre des risques. Quand tu entres dans une cage, il faut pas que tu aies quelque chose à perdre parce que là tu vas risquer ta vie. C'est la culture du risque poussée à son paroxysme avec une douceur, une patience, une humilité qui devrait être vraiment l'inspiration pour tous les entrepreneurs, quoi. Et donc Cyril Gane, pour moi, c'est l'entrepreneur parfait, celui qui sait prendre des risques tout en se protégeant, tout en gardant en permanence son humilité et son humanité, même dans une cage. Bah écoute, je vais le remettre un petit peu en haut de ma liste parce que je l'avais mis un peu plus bas parce que je me suis dit j'arriverai jamais à l'avoir. Mais j'ai tué le numéro de son attaché de presse. On va voir si on y arrive. Je suis hyper chaud. Mais en tout cas, merci beaucoup Thierry. En tout cas, merci d'être venu dans le podcast. Merci à tous qui ont écouté jusqu'au bout. Si vous êtes sur YouTube, un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Si vous écoutez sur Spotify ou Deezer ou Apple Podcast, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles, ça prend 1 seconde, c'est gratuit et ça nous aide énormément à exister dans la jungle qui est le podcast. On va également remercier Podspace qui nous accueille dans ce setup qui est, ma foi, magnifique. Franchement, pas que vous kiffez, c'est des belles images. C'est du boulot, mais au moins, on essaie de faire le contenu le plus qualitatif possible pour toi, pour vous tous. Donc, merci à vous. Merci beaucoup Thierry et à très bientôt dans La Chapelle Radio.